Au tout début, je pensais que mon travail dans la zone 51 se résumait à une simple patrouille et à une garde aux entrées, où je devais vérifier les laissez-passer et m'assurer que les étrangers ne s'approchaient même pas des objets protégés. Il ne m'était pas venu à l'esprit qu'il y avait des salles cachées dans les profondeurs, dont même les gardes n'avaient même pas le droit de demander l'existence. Aucun de mes collègues n'en a parlé dans les conversations. Nous avions compris que si une partie de la base n'était pas faite pour nous, il valait mieux ne pas s'en approcher. Mais lors de cette nuit mémorable, j'ai commis une erreur, ou peut-être une découverte fatidique qui m'empêche maintenant de dormir. Je suis allé là où je n'aurais pas dû aller, et ce que j'ai vu m'a fait remettre en question ma vision habituelle de la réalité. Plus tard, j'ai réalisé que je ne pouvais pas accepter cette connaissance et vivre ma vie en faisant comme si rien ne s'était passé. J'étais un simple agent de sécurité, mais le destin m'a inopinément entraîné dans des plans qui n'étaient racontés ni à la télévision, ni dans les rapports officiels. Et maintenant, je veux vous dire tout ce que j'ai découvert, avant d'être réduite au silence. Les souvenirs de cette nuit me hantent comme un cauchemar dont je n'arrive pas à me débarrasser. Tout a commencé lorsque nous avons été appelés à faire des rondes vers minuit pour vérifier un secteur supplémentaire dans les profondeurs du sous-sol. Officiellement, cet endroit était répertorié comme un entrepôt de matériel spécial, où seul un cercle restreint de techniciens et de scientifiques était autorisé à se rendre. J'ai patrouillé dans les couloirs adjacents sans grand intérêt, en regardant les murs peints en gris et les panneaux avec des codes. La nuit était calme, aucune alarme n'avait été déclenchée. J'étais en service non pas seul, mais avec un partenaire nommé Lev. Nous marchions ensemble, en parlant à voix basse, lorsque nous avons remarqué que la lampe au bout du couloir vacillait, comme si elle avait brûlé. Cela semblait être une bagatelle, mais dans notre routine, n'importe quelle petite chose peut être importante. Nous avons décidé de vérifier s'il n'y avait pas un court-circuit. Le couloir était désert et il n'y avait pas de porte sur le chemin, seulement des murs massifs sous lesquels, selon les rumeurs, passaient pour des câbles et des tuyaux pour refroidir les laboratoires. Soudain, Lev dit « Regardez, il y a une porte entr'ouverte au bout. » Dans cette partie de la base, d'après ce que nous savions, tout était généralement bien fermé. Nous avons allumé nos torches et effectivement, nous avons vu une lumière vaciller derrière la porte en fer, et la porte était entr'ouverte. Je me suis immédiatement crispé. Il s'agit d'une violation du protocole de sécurité. Nous avons fait quelques pas de plus, et nous avons vu des traces de pas sur le sol qui ressemblaient aux chaussures de mouillé de quelqu'un. L'origine de l'eau reste un mystère, car il n'y a pas de fuite dans ce compartiment. Mon cœur s'est serré. Nous savions qu'il valait mieux le signaler à nos supérieurs, mais la curiosité a pris le dessus. Lev m'a fait un signe de tête en disant « Voyez par vous-même » et il a poussé la porte. Elle céda facilement. Nous nous sommes donc retrouvés dans une pièce qui ne figurait pas sur le plan de nos rondes. Elle était assez grande, éclairée par de faibles lampes au plafond. Au milieu de la pièce se trouvaient d'étranges appareils qui ressemblaient à des capsules fermées ou à des tables d'opération au couvercle translucide. Chaque machine était munie de fils reliant des armoires métalliques à des boutons lumineux. Et le pire, c'est qu'à l'intérieur de ces capsules se trouvaient des personnes. Ils étaient vêtus de combinaisons blanchâtres et des capteurs étaient fixés à leur tête et à leurs bras, comme pour lire des impulsions. Leurs visages portaient des masques qui ressemblaient à des masques respiratoires. De minces tubes remplis d'un liquide bleuté reliaient les capsules aux armoires. Je n'avais jamais rien vu de tel. Nous semblions nous trouver par hasard au cœur d'expériences secrètes. Parmi les instruments, tout au centre de la pièce, se trouvait un panneau de contrôle, une grande console avec un écran où clignotaient des graphiques colorés. Je me suis approché et j'ai vu que l'écran affichait des signaux pulsés.
Lev l'a regardé et a demandé d'un air confus. « S'agit-il d'indicateurs biologiques? S'agit-il d'indicateurs biologiques? Est-ce que la conscience de quelqu'un est visualisée de cette manière ?» Nous n'avions pas de réponse. Nous étions de simples gardiens, habitués à des tâches routinières, et toute cette technique dépassait notre entendement. Le silence n'était rompu que par un ronronnement silencieux et des clignotements occasionnels d'indicateurs. J'ai tendu la main vers le bouton pour l'éteindre ou au moins changer d'écran, mais Lev m'a attrapé le bras. « Vous êtes fou? Ne le touchez pas, ils nous puniront s'ils le découvrent. » Mais ce que nous avons vu ensuite a dépassé toutes nos craintes. Il s'est avéré que dans le coin le plus éloigné se trouvait quelque chose d'encore plus mystérieux. Une grande voûte ronde ou un portail entouré d'un anneau de métal inconnu. Des câbles y conduisaient, semblables à ceux qui partaient d'On, des capsules. Je ne pouvais m'empêcher de penser que cette voûte servait de passage, peut-être vers d'autres espaces. Près du mur, il y avait des diagrammes écrits avec des formules, ce qui ressemblait à des calculs de physique et d'énergie. Lev les regardait fixement, les yeux écarquillés. Il devait être aussi effrayé que moi. Nous avons réalisé que nous étions entrés dans un territoire bien plus vaste que ce que nous avions imaginé pour la base. Avant que nous ayons pu comprendre, nous avons entendu des pas dans le passage latéral. Nous nous sommes immédiatement accroupis derrière l'une des armoires, le cœur battant à tout rompre. 2 hommes en blouse blanche sont entrés dans le hall, suivis d'un homme en costume gris qui ressemblait à une sorte d'uniforme militaire sans insigne. Ils parlaient à voix basse de quelque chose. Nous n'avons entendu que des bribes. Projection de la conscience sur un autre plan. Nous devons augmenter l'approvisionnement en énergie. Les sujets d'expérience sont déjà sur le point. Le lion me griffa le bras, m'indiquant que nous ne devions pas bouger. Nous nous figeâmes, essayant de ne pas respirer. Ils s'approchèrent tous les 3 d'une des capsules, vérifièrent les relevés sur le panneau. Puis, l'un d'eux tourna un levier et nous entendîmes un sifflement. On aurait dit qu'une composition différente de gaz entrait dans la capsule. À ce moment-là, l'homme en costume gris a prononcé une phrase dont je me souviendrai toujours. « Nous devons obtenir un canal stable. S'ils parviennent à s'implanter durablement sur ce monde, nous aurons directement accès à la technologie extraterrestre. Et alors, plus aucun ovni aléatoire ne restera un mystère. » J'ai senti ma tête commencer à tourner. Tout ce que nous avons entendu sur les soucoupes volantes et les secrets de la zone 51 est donc bien réel, et de la manière la plus audacieuse qui soit. Il s'avère que quelqu'un ici est réellement engagé dans des contacts avec d'autres formes de vie, et qu'il le fait en immergeant la conscience des gens dans une autre réalité. Imaginez maintenant ce que c'était pour moi, simple agent de sécurité, de réaliser l'ampleur de ce qui se passait. Les 3 hommes passent encore 10 minutes à vérifier l'équipement, à parler de décalage de fréquence, de contrôleurs neuronaux, et du fait que là, les autorités attendent un rapport pour savoir si le projet sera couronné de succès. Ils ont mentionné des percées antérieures ratées, où les sujets testés sont revenus dans un état proche de la folie. J'ai compris que les personnes dans les capsules n'étaient bon pas là de leur plein gré. Leur conscience était utilisée comme une clé vers un monde qui pourrait être habité par ces mêmes extraterrestres, dont les vaisseaux apparaissaient occasionnellement dans nos cieux. Quand les 3 sont partis, j'ai expiré, mais la peur ne me lâchait pas. Lev a chuchoté. « Nous devrions sortir d'ici avant qu'ils ne nous repèrent. » J'ai acquiescé. Nous avons avancé lentement, en essayant de ne pas faire de bruit, vers la sortie. Mais le destin en a voulu autrement. Alors que nous étions à 1 mètre de la porte, celle-ci s'est soudain refermée d'elle-même, comme si elle était automatique. Le mécanisme s'était déclenché et la voie était désormais coupée. Nous avons entendu des pas derrière nous. Par miracle, nous avons réussi à nous abriter derrière une armoire
massive, et nous avons allumé nos radios pour appeler des renforts, mais les radios ne fonctionnaient pas. C'était soit le brouilleur, soit les murs épais. L'homme en costume gris est entré à nouveau dans la pièce, cette fois avec une sorte de dossier, suivi par 2 employés en blouse blanche, mais des blouses différentes. Ils s'approchèrent de la voûte ronde et commencèrent à manipuler un panneau où s'allumaient des symboles qui ressemblaient à des hiéroglyphes inconnus. L'un d'eux a dit « C'est fait. Nous essayons d'activer le lien directement maintenant. Il nous faut juste plus de bioénergie. » En réponse, l'homme en uniforme serra les dents. « Nous allons devoir en activer un autre. Choisissez dans la liste B. Ou non, nous ferions mieux d'en prendre un de la liste A. Ils sont plus compatibles. » Ce qui s'est passé ensuite a été rapide. Je les ai entendus ouvrir une sorte de porte où, d'après ce que j'ai entendu, il y avait d'autres capsules. Il y a eu un gémissement ou un cri, mais il était étouffé, comme s'il sortait des lèvres d'un homme à moitié conscient. Je me sentais mal. Il semblait que dans la zone 51, il n'y avait pas seulement ceux qui s'étaient portés volontaires, mais aussi ceux qui étaient utilisés en secret. Peut-être s'agissait-il de personnes kidnappées, de personnes considérées comme disparues. Je ne savais pas quoi faire. Il n'y avait nulle part où fuir. Lev et moi sommes restés figés, maudissant notre curiosité. Au bout de 5 minutes, nous avons entendu le système de la chambre forte commencer à faire du bruit. Des traits de lumière brillants s'y allumaient, formant d'étranges anneaux de feu. Même à travers le petit espace derrière l'armoire, je pouvais voir l'air à l'intérieur de ce cercle se déformer comme les ondulations d'une journée chaude sur l'asphalte, mais 10 fois plus forte. Toute cette structure tremblait comme si elle était soumise à une charge colossale. C'est alors que l'un des employés a dit « Nous avons un signal, nous voyons un objet, il bouge, c'est certainement le monde où leurs vaisseaux sont stationnés. » L'homme en uniforme a dit « Enfin, le contact avec l'OVNI est confirmé. Commencez à filmer, que les patrons s'assurent que le projet Crossroads ne gaspille pas des milliards. » J'ai failli hurler. Toutes ces rumeurs de financements impensables, de programmes secrets, n'étaient donc pas des spéculations. Le gouvernement a vraiment investi une fortune dans la zone 51 pour essayer de trouver un moyen d'entrer en contact avec ceux que nous appelons les extraterrestres. Et ceux-ci existent apparemment dans une dimension légèrement différente de la nôtre. J'ai compris, les personnes dans les capsules sont une sorte de antenne psychique, sans laquelle aucune connexion stable ne peut être établie. J'ai alors vu une image floue clignoter sur le grand écran au-dessus de la chambre forte. On y voyait les contours d'objets qui ressemblaient à un disque ou à une boule. Les hommes en robe de chambre se sont animés. Oui, c'est ça, la station de leur vaisseau. Vous voyez cette structure arrondie. Mais la joie ne dure pas longtemps. Soudain, les tubes de l'une des capsules se mirent à clignoter de façon inquiétante en émettant des grincements, et l'homme à l'intérieur de la capsule trembla de tout son corps. L'une des femmes en robe de chambre s'écrie « Il est en surcharge! Vite, réduisez la puissance !» L'homme en uniforme se jette à terre. « Ne vous avisez pas, nous allons rater la séance. Continuez jusqu'à ce que le signal soit stable. » C'est alors qu'il s'est passé quelque chose qui allait hanter mes cauchemars. Le corps du sujet s'est tordu dans un spasme. J'ai entendu un grésillement et un gémissement étouffé, puis une sorte de folie s'est installée sur l'écran. Des formes en forme de silhouettes lumineuses, des éclairs. J'ai eu l'impression que le canal de communication avait été perturbé de l'extérieur. Finalement, la machine a dysfonctionné et la voûte s'est éteinte, laissant derrière seulement elle un panache de fumée. Le sujet de l'expérience semble mort. La panique s'est installée. Lev et moi avons profité de l'agitation pour ramper prudemment vers la sortie. Heureusement pour nous, la porte a été ouverte par 2 hommes en robe de chambre qui sont entrés en courant en criant «
Qu'est-ce qui s'est passé? Nous nous sommes glissés derrière eux, en essayant de nous fondre dans le mur. Mon cœur battait la chamade. Si nous avions été repérés, tout aurait été fini. Mais apparemment, le personnel était trop préoccupé par l'accident. Nous avons réussi à nous glisser dans le couloir et à nous enfuir. La porte s'est refermée derrière nous. Lev a chuchoté « Nous sommes dans la merde. Ils nous trouveront s'ils nous repèrent. Qu'est-ce qu'on va faire ?» Je lui ai répondu qu'il fallait reprendre le même chemin sans que personne ne se doute de notre intrusion. Il a acquiescé. En chemin, nous nous sommes mis d'accord pour nous taire pour l'instant. Mais je pouvais lire sur le visage de Lev qu'il était aussi choqué que moi. C'est ainsi qu'a commencé mon obsession de la vérité. Les jours suivants, nous nous sommes comportés comme si rien ne s'était passé, mais ma tension intérieure augmentait. J'ai essayé de chercher des indices, de demander aux anciens de la base sous prétexte de curiosité. Avez-vous entendu parler de projets de spéciaux avec des gens? Mais tout le monde détournait le regard, faisait semblant de ne pas savoir de quoi on parlait. Et l'un des techniciens m'a dit tranquillement « Il se passe beaucoup de choses dans la zone 51. Vous feriez mieux de ne pas vous en mêler. Il y a des endroits qu'il est interdit de mentionner. Ce n'est pas bon pour la santé. » Je me suis rendu compte que j'avais été prévenu. Il est probable que tout le monde était surveillé et que si quelqu'un commençait à poser des questions inutiles, cela se terminerait mal pour lui. Cependant, après ce que j'ai vu, je ne pouvais plus reculer. J'avais devant les yeux l'image de capsules contenant des personnes enfermées dans un cauchemar et l'éclair de cette voûte menant à un endroit insondable. J'ai commencé à remarquer que, périodiquement, la nuit, l'alimentation de secours était activée dans certains compartiments de la base et que des groupes de personnes y entraient, parmi lesquels j'ai vu cet homme en costume gris. On aurait dit que le projet était en cours. J'ai été tenté de me faufiler à nouveau, mais je me suis rendu compte que cela me coûterait la vie. J'ai alors décidé d'agir avec ruse. Pendant mes quarts de travail, j'ai noté quels employés apparaissaient près de l'entrepôt d'équipements spéciaux, et j'ai découvert qu'il s'agissait d'une équipe spéciale qui n'avait presque aucun compte à rendre à qui que ce soit. Ils portaient, sur leurs uniformes, des codes de chiffrement différents des codes standards, et leur accès couvrait tous les domaines. J'ai bientôt appris un autre fait troublant. Parfois, la nuit, un hélicoptère cargo spécial banalisé arrivait sur le territoire et des personnes en uniforme noir transportaient des caisses dans le hangar. Puis ces caisses me disparaissaient. J'ai senti un lien entre cela et la salle des capsules. Peut-être apportèrent-ils de nouveaux équipements ou, plus effrayant, de nouveaux sujets d'expérience. J'ai commencé à poser des questions à Lev, qui m'a dit à contre-cœur qu'il avait entendu parler de soldats disparus ou de vols volontaires qui avaient été envoyés pour des expériences secrètes. Mais personne n'avait officiellement confirmé quoi que ce soit. Nous avons tous deux compris que nous jouions avec le feu. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. À l'intérieur de moi, j'avais un désir insupportable de tout révéler. Au bout de quelques semaines, j'ai eu la chance de parler à un technicien de haut niveau, appelons-le Kim, qui avait changé de département. Il savait peut-être quelque chose. J'ai tâtonné un moment lorsque nous étions seuls et j'ai demandé sans embâge « Qu'est-ce qu'ils font aux gens? Qu'est-ce qu'ils font aux gens dans ce hall? J'ai vu les nacelles, j'ai vu un portail ou quelque chose comme ça. » Kim, en entendant ces mots, est devenu pâle et s'est exclamé « Voulez-vous que nous soyons détruits tous les deux? Personne ne devrait mettre son nez là-dedans. Mais puisque vous le savez, sachez qu'il s'agit du projet de projection consciente. Ils prennent des gens qui ont des caractéristiques cérébrales spéciales capables de communication psychique. Ils leur injectent des drogues qui augmentent l'activité cérébrale et envoient leur conscience dans une autre dimension à l'aide d'appareils spéciaux. C'est là, disent-ils, que vivent des êtres qui possèdent à manque la technologie des ovnis. Mais pendant qu'une personne se trouve dans cette réalité, son corps ici
est complètement dépendant du système de survie. Il suffit d'un dysfonctionnement pour qu'il meure ou revienne dans la folie. Je suis resté là, abasourdi. Kim a ajouté « J'ai entendu dire qu'ils ont déjà pris contact avec plusieurs formes de vie intelligentes et que celles-ci ont fait la démonstration de leurs engins volants. C'est pourquoi des ovnis sont aperçus dans notre ciel de temps en temps, peut-être le résultat de leur expérience, ou bien des objets extraterrestres viennent d'eux-mêmes vérifier ce que nous faisons. Le gouvernement sait qu'ils existent, et la zone 51 est au cœur de tous ces contacts. » Kim se tait, puis ajoute « Ne dites rien ou vous le regretterez. Ici, on ne pardonne pas les curiosités inutiles. Je pars d'ici dès que possible. En partant ce soir-là, j'ai senti que le sol sous mes pieds tremblait. Tout ce que les théories les plus audacieuses avaient dit était réel. Il y a de vrais ovnis, il y a un projet qui utilise la conscience humaine comme clé pour pénétrer dans d'autres mondes. Et, apparemment, les autorités le savent depuis longtemps, se taisant, cachant l'ampleur et la cruauté de ce qui se passe. J'étais effrayé et dégoûté. Après tout, ces personnes, enfermées dans des capsules, pouvaient être des citoyens ordinaires, et elles étaient privées de leur liberté au nom des objectifs de quelqu'un d'autre. Mais chaque jour, je me rendais compte que je pouvais être la prochaine victime, car j'avais déjà remarqué à plusieurs reprises que j'étais suivi. Des inconnus en uniforme venaient me demander si j'avais vu quelque chose d'inhabituel. Je dirais que c'est comme d'habitude. Mais mon instinct me disait que j'allais être invité à une conversation. Lev avait également l'air tendu et n'arrêtait pas de me demander si j'allais ailleurs. Je lui ai répondu que je voulais d'abord préserver les preuves. Mais quelles preuves pouvais-je avoir? Seulement mes souvenirs et les paroles de Kim. Les choses se sont envenimées lorsqu'un jour, à la fin d'une garde, j'ai été convoqué par le chef de la sécurité. Il m'a demandé si j'étais en contact avec quelqu'un d'autre et pourquoi on m'avait vu dans les environs de l'entrepôt des équipements spéciaux. J'ai menti en disant que j'étais allé vérifier la serrure parce que j'avais entendu un bruit étrange. Le chef m'a écouté attentivement et m'a dit « Prenez soin de vous. Ne vous avisez pas d'entrer par effraction. Il y a plusieurs niveaux d'autorisation sur la base. Votre place est de patrouiller dans les couloirs, mais pas plus. » J'ai compris qu'il s'agissait d'un avertissement direct que j'étais déjà sous la menace d'une arme. Les jours suivants se sont écoulés dans une angoisse angoissante. Mais au fond de moi, j'ai décidé d'essayer d'entrer à nouveau, au moins pour prendre des photos. Je pensais que si je disposais d'une image réelle de cette salle, je pourrais faire éclater la vérité et que le public exigerait alors une réponse. Je suis peut-être naïf, car la plupart des médias peuvent m'être contrôlés, mais je n'avais pas d'autre choix. J'ai fait part de mon plan à Léo. Il est devenu pâle et a dit que c'était un suicide, mais il a promis de me couvrir si quelque chose arrivait. Nous avons également trouvé Kim, qui était prêt à aider mais pas à risquer sa propre vie. Il nous a expliqué comment nous pouvions déconnecter temporairement le système électrique dans l'un des couloirs afin que les portes perdent leur verrouillage automatique pendant un moment. La nuit était tombée. J'ai pris mon service. J'ai fait semblant de faire ma ronde. Lev s'est installé à la console où j'ai pu discrètement couper une partie de l'électricité pendant un moment. Au bon moment, je me suis dirigé vers ce hall caché. Les lumières du couloir se sont mises à clignoter, le loquet automatique de la porte a cliqué et j'ai pu ouvrir la porte. Il faisait sombre à l'intérieur. Peut-être n'était-il pas en train de faire des expériences à ce moment-là. Je me faufilais entre les équipements, le cœur battant la chamade. Il fallait que je trouve quelque chose à photographier. J'ai gardé mon smartphone en mode silencieux, l'appareil photo étant réglé à l'avance. Le faisceau de la torche a permis de repérer les mêmes nacelles, mais il y en avait moins à présent, certaines ayant probablement été déplacées. 2 personnes dormaient dans les nacelles, les voyant clignoter.
J'ai vu un écran qui affichait des circuits obscurs. Il s'agissait d'une sorte de compteur de bioénergie de poche. Sans me laisser distraire, j'ai pris quelques photos. Mais, hélas, le flash s'est déclenché accidentellement, illuminant la pièce pendant un instant. Je me suis maudit mentalement. J'aurais dû vérifier les réglages. J'ai immédiatement entendu un bruissement. Quelqu'un dans un coin a crié « Qui est là ?» Je me suis précipité vers la sortie, réalisant que je n'avais pas le temps. Un bruit de pas a retenti derrière moi et j'ai entendu des cris « Arrêtez !» Alors que j'atteignais la porte, je me suis rendu compte qu'elle était à nouveau bloquée. Apparemment, Lev s'était remis en marche, pensant qu'il était passé. Et je ne pouvais pas crier pour ne pas me trahir. Il était clair que j'allais être capturé. Mais le hasard est venu à mon secours. À ce moment-là, un léger tremblement de terre a secoué le couloir, ou peut-être était-ce l'effet de la machine qui a généré une forte vibration. L'électronique de la porte a mal fonctionné, les volets ont vacillé et j'ai réussi à sauter. J'avais déjà été vu, mais pas encore appréhendé. J'ai couru dans le couloir, j'ai monté les escaliers, j'ai descendu dans l'allée technique où Lev m'attendait. Il a ouvert les yeux. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout tremble ?» J'ai répondu en courant. « On n'a pas le temps d'expliquer. Il faut sortir d'ici. » Nous avons couru dans le secteur central, prétendant que nous étions juste en patrouille. Des alarmes se faisaient entendre derrière nous, mais personne ne nous dérangeait particulièrement. Apparemment, dans le chaos général, ils n'arrivaient même pas à comprendre qui était l'intrus. J'étais contente d'avoir au moins le temps de prendre des photos, mais l'angoisse me rongeait. Les caméras m'avaient-elles repéré? Certainement. Mais je n'avais pas d'autre possibilité. Bientôt, tout s'est calmé dans les couloirs, et j'ai continué mon service jusqu'au bout, en essayant de ne croiser le regard de personne. Lorsque j'ai vérifié mon téléphone, il s'est avéré que certaines des photos étaient à contre-jour, mais quelques photos ont tout de même été prises. Vous pouvez voir des silhouettes sombres de capsules avec des personnes à l'intérieur et un fragment d'écran avec des graphiques mystérieux. La qualité est d'ora médiocre, mais c'est quand même quelque chose de réel. Je l'ai montré à Léo, qui a blêmi. S'ils n'ont pas de moyen de tracer votre téléphone, c'est un miracle. Vous feriez mieux d'en faire des copies et de les cacher dans différents endroits. C'est ce que j'ai fait. J'ai copié les fichiers sur une clé USB que j'ai ensuite cachée dans une cachette. J'ai envoyé une autre copie à un ami d'enfance qui était parti depuis longtemps dans une autre ville. Il m'a demandé de ne rien faire jusqu'à ce qu'il reçoive un signal distinct de ma part. J'ai compris que je jouais un jeu dangereux. Le lendemain, mon patron m'a rappelé et m'a posé beaucoup de questions. J'ai tout nié, prétendant qu'il s'agissait d'une simple panne électronique et que j'étais de l'autre côté de la base. On m'a laissé partir, mais j'avais l'impression d'être testé. Bientôt, 2 étrangers en civil se sont approchés de moi, se sont présentés comme étant le service de sécurité interne et m'ont demandé si j'avais remarqué des étrangers près de l'entrepôt d'équipements spéciaux. J'ai menti en disant que non. Ils ont fouillé mon casier, vérifié mon laissez-passer. Dieu merci, j'avais caché mon téléphone. Apparemment, ils n'avaient aucune preuve concrète contre moi. Il était clair pour moi que le temps était compté. Tôt ou tard, ils se rendraient compte que j'avais pris les photos. Le soir même, Lev a annoncé qu'il démissionnait. J'ai compris sa peur. Il voulait s'enfuir pour éviter de se faire éponger. Moi aussi j'ai pensé à fuir, mais j'ai senti au fond de moi que je devais essayer de transmettre l'information à des personnes extérieures à la zone 51. C'est alors que Kim m'a contacté. Il a appris que j'avais photographié quelque chose et m'a dit qu'un journaliste, appelons-le Denis, cherchait depuis longtemps des preuves de l'existence de projets réels dans la zone 51. Mais entrer en contact directement est un risque énorme, car tous les canaux sont surveillés. Kim m'a proposé un plan. Je transmettrai les photos, et le journaliste contournera les médias officiels
et essaiera de les diffuser sur le net par des canaux indépendants. Cela provoquerait probablement des remous, et le gouvernement devrait alors se justifier. J'ai accepté, réalisant que c'était ma seule chance. Il ne me restait plus qu'à remettre la clé USB à Denis, ce qui était déjà une tâche dangereuse. On me surveillait à l'intérieur de la base, je sentais les regards. Je risquais d'être démasqué. J'avais besoin d'une excuse pour quitter la zone 51. J'ai inventé que ma mère était soi-disant souffrante et j'ai demandé un congé imprévu de 2 jours. On m'a libéré à contre-cœur à condition que je revienne sans tarder. C'est ainsi que je suis sorti avec une clé USB cachée dans le fond de ma chaussure. Mais ils pouvaient aussi me surveiller à l'extérieur de la base. J'ai pris un bus, puis un taxi, puis un autre itinéraire pour m'emmêler les pinceaux. À l'endroit convenu, un petit resto routier, Denis, un petit homme au visage hagard, m'attendait. Il m'a tout de suite demandé « Avez-vous de vraies preuves? Qu'est-ce qu'il y a dedans ?» Je lui ai tendu une clé USB et lui ai décrit le contenu des photos. Il a pâli, ne s'attendant apparemment pas à ce que je sorte non pas un simple document, mais une photo de la salle d'expérimentation humaine. Je l'ai prévenu que c'était mortel. Il a siac. Il a acquiescé. Je travaille à mes risques et périls. Si je la publie, il y aura une chasse à l'homme. Mais il est de mon devoir de révéler la vérité. Nous avons échangé nos contacts, en convenant que je le recontacterais pour lui en dire plus si je le pouvais. En guise de conclusion, il m'a serré la main en me disant « Tenez bon, mon ami, c'est un grand match, j'espère que nous gagnerons. » Retourner dans la zone 51 était effrayant, mais j'ai compris que si je ne me présentais pas, je serais automatiquement considéré comme un fugitif et n'aurais aucune chance de survie. J'y suis retourné et j'ai essayé de rester calme. J'ai été examiné plus minutieusement que d'habitude à la guérite, mais on n'a rien trouvé. Il y eut encore quelques jours d'Arsuf, quelques jours de silence. Je commençais à croire que tout irait bien, mais une nuit, alors que je somnolais dans ma chambre, à la base, j'ai été réveillé par un grand coup à la porte. Derrière la porte se tenaient les 2 mêmes hommes, en civil. Ils m'ont dit de mettre mon uniforme et de les suivre. Il était inutile de refuser. On m'a emmené dans un bureau inconnu, où des rideaux noirs étaient accrochés au mur, et où un homme de grande taille, aux traits acérés, était assis derrière un bureau. Il s'est présenté comme représentant d'un service spécial. Il n'a pas précisé lequel. Le regardant droit dans les yeux, il lui demande « Avez-vous pénétré dans le hall fermé? Où sont les documents photographiques ?» J'ai essayé de faire l'imbécile, de dire que je ne savais rien, que je n'étais jamais allé nulle part, mais il a souri et m'a montré une pile de papiers. « Voici les impressions des caméras vidéo montrant votre silhouette. Avouez ce que vous avez appris et à qui vous l'avez donné. » Je me suis rendu compte que je m'étais dévoilé. J'avais la gorge sèche, mais j'ai persisté en disant que je n'avais téléchargé aucune image nulle part. C'était comme un interrogatoire dans un donjon à l'ancienne, sans les tortures sanglantes, mais avec des menaces. Il m'a promis qu'il me ferait ce qu'il avait fait, au sujet de tests, si je ne lui disais pas à qui j'avais donné le matériel. Je me suis figé d'horreur en m'imaginant dans cette capsule. Il n'a pas accepté mes paroles, selon lesquelles je n'avais rien remis. Un homme en blouse blanche est entré dans la pièce, une seringue à la main, et j'ai compris qu'on allait m'injecter la vérité. J'avais entendu dire que la zone 51 disposait de drogues pouvant provoquer des hallucinations ou une paralysie de la volonté. Peut-être allait-il me briser, me transformer en une marionnette sans défense. Mais soudain, le téléphone a sonné et le chef à qui je parlais s'est mis à l'écart et a écouté. Au bout d'1 minute, il a raccroché et a dit « Urgence sectorielle. Nous allons faire une pause. Enfermez-le dans sa cellule pour qu'il ne s'échappe pas. » J'ai été littéralement traîné dehors et jeté dans une petite pièce sans fenêtre, enfermé. Je suis resté seul, abasourdi. Une alarme retentit dans le haut-parleur.
Tout le monde au compartiment central, rupture de communication, rupture de matière. Des cris frénétiques se font entendre. Il s'agissait peut-être d'un nouvel échec du projet. Au fur et à mesure que les minutes passaient, je me demandais frénétiquement si tout était fini. J'étais sur le point d'être interrogé et je ne savais pas si je pourrais me taire. Soudain, le silence a été rompu par un grondement. La porte a tremblé, la serrure a cliqué et le battant s'est ouvert. J'ai été surpris de constater que le couloir était vide, mais que la porte n'était pas verrouillée. Apparemment, le système de contrôle des portes avait encore mal fonctionné. Peut-être que les ondes d'énergie provenant de ce couloir étaient en train de se briser. Je n'ai pas laissé passer ma chance. Je me suis échappé. J'ai rampé le long des murs. L'anxiété était omniprésente. Les employés couraient jaunes vers les laboratoires. Certains criaient qu'il y avait des créatures étranges ou que le portail s'était ouvert dans le mauvais sens. Tout ce que j'ai compris, c'est que quelque chose avait terriblement mal tourné. Je m'en moquais, bien sûr. Je voulais m'enfuir pendant que le chaos régnait. En arrivant à l'une des sorties, j'ai croisé quelques militaires, mais ils étaient occupés à se dépêcher, ne me prêtant aucune attention alors que j'enfilais mon armure qui se trouvait dans une caisse. Je me suis dirigé vers la porte principale en utilisant mon laissez-passer. Le système, dans l'agitation, m'a laissé passer, et c'est ainsi que j'ai miraculeusement réussi à quitter la zone 51. Je suis parti sans me retourner, perdant la notion du temps. Je me suis arrêté chez une connaissance, j'ai demandé des vêtements et de l'argent. J'ai compris qu'ils allaient me chercher maintenant. Mais j'avais des photos, ou plutôt des copies, et des souvenirs que personne ne pouvait effacer. J'ai appelé Denis, le journaliste. Il m'a dit qu'il préparait déjà le matériel, mais que pour plus d'effet, il fallait appuyer mon témoignage oral. J'ai accepté en expliquant que je ne pouvais pas survivre seul. Denis m'a dit qu'il avait des relations pour m'aider à me cacher jusqu'à ce que le matériel soit rendu public. C'est ainsi qu'a commencé mon évasion. Des semaines se sont écoulées depuis. À plusieurs reprises, j'ai aperçu des gens qui me cherchaient. J'ai dû changer de lieu de résidence, passer la nuit dans des hôtels bon marché. Chaque jour, je lis les nouvelles, m'attendant à entendre parler de la fuite. Mais le journaliste a procédé avec prudence. Il a commencé à divulguer des données sur les programmes de projection de la conscience, petit à petit, sans citer de nom ni donner de photos directes. Apparemment, il testait la réaction. Et il y a eu une réaction. La presse a tout ridiculisé, l'a qualifié de « nouveau faux ». Mais nous n'avons pas abandonné. Un jour, il m'a envoyé un message m'informant qu'il préparait une grande explosion. La publication de tous les clichés, ainsi que de mon histoire. J'ai compris qu'alors, la chasse à l'homme deviendrait ouverte, mais que le monde verrait enfin la vérité. J'ai répondu que j'étais d'accord. Mon histoire fait maintenant partie de ce plan. Je décris en détail ce que j'ai vu. Une salle avec des capsules, des personnes inconscientes reliées à des machines qui projettent leur conscience dans d'autres mondes. Les ovnis existent bel et bien dans cette réalité, et la zone 51 ne se contente pas d'étudier les avions capturés, elle tente également d'établir un contact direct, d'utiliser l'énergie psychique de personnes compétentes comme passerelle. De nombreuses personnes meurent au cours de ces expériences, et le gouvernement brouille les pistes. Tout ce qu'ils disent sur les extraterrestres, les enlèvements et les programmes secrets n'est pas de l'ordre de la fantaisie. J'ai moi-même observé une infime partie de ce côté obscur, mais suffisamment pour en mesurer l'ampleur. Vous vous demandez peut-être pourquoi les autorités cautionnent-elles tout cela? La réponse, à mon avis, est simple. Elles sont désireuses de maîtriser des technologies qui dépassent tout ce que nous connaissons. Elles se veulent mettre le pouvoir absolu dans le domaine militaire et scientifique. Et les moyens utilisés pour y parvenir sont immoraux. Utilisation forcée d'êtres humains, expérience dangereuse à la limite du mysticisme. Cela peut paraître incroyable à certains, mais j'en ai moi-même vu les preuves.
et je ne permettrai pas que cela se poursuive tranquillement. Pour l'instant, je me cache toujours. Je ne suis pas sûr de survivre aux prochains jours. Peut-être qu'au moment où vous lirez ces lignes, j'aurai déjà été capturé ou emprisonné. Mais j'ai laissé suffisamment de preuves pour que la vérité reste vivante. Et si ces informations parviennent à un large public, ceux qui détiennent le pouvoir devront répondre, au moins en partie. Je ne dis pas que tous les membres du gouvernement sont impliqués, mais je peux affirmer avec certitude qu'il existe une installation ultra secrète dans la zone 51 où l'on mène des expériences dangereuses en utilisant une technologie permettant de transférer la conscience vers des mondes où existent de véritables formes de vie extraterrestres. J'ai de la peine pour les personnes que j'ai vues dans les capsules. Je ne sais pas qui ils sont, ni d'où ils viennent. Certains sont peut-être allés dans un autre monde et n'en sont jamais revenus, laissant des corps à bout de souffle, et d'autres ont peut-être été tués dans le but de poursuivre l'exploration. Nous avons parlé d'une société humaine et des droits de l'homme, mais en réalité, une telle folie se déroule sous terre, derrière de hautes clôtures et sous le couvert de la nuit. Il y a eu des décennies de théories sur les enlèvements, les ovnis, mais tout cela semble n'être que la partie émergée de l'iceberg. En fait, nous avons affaire à un plan de grande envergure.